Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour Jean-Laurent, bonjour Santa, bonjour à tous. On est hyper nombreux, on a eu plus de 1200 personnes qui se sont inscrits à ce webinaire. Franchement, merci beaucoup à tous. Moi, c'est Ambre Prigent. Je suis VP Marketing chez Crème de la Crème et je suis également cofondatrice de Crème Connect. Je suis accompagnée de Ben et Jordan qui vont du coup échanger avec nous aujourd'hui sur un sujet hyper en vogue, Claude, usage, bonnes pratiques et retour terrain de la communauté. On est hyper content de tous vous avoir avec nous aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je vais parler un petit peu de crème, très rapidement. Donc Crème de la Crème, pour ceux qui ne connaissent pas, notre rôle est d'accompagner les grandes organisations dans leurs enjeux de transformation en leur donnant accès aux meilleurs freelances sur des sujets stratégiques, très tech, data, IA, produits, cyber, digital, marketing et transformation. Et autour de cette dynamique, on a également développé Crème Connect, qui est une communauté dédiée aux décideurs et aux experts autour de sujets également d'IA, data, tech et transformation. Ce webinaire s'inscrit dans une logique de format plutôt concret, opérationnel, mais avec une vraie lecture stratégique de l'IA. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, on est accompagné de 2 experts. Tout d'abord, je vais vous présenter Ben. Bonjour Ben. Bonjour à tous. Ravi d'être là. Alors Ben est Head of B2C chez Mysteria. Mysteria accompagne les professionnels et les organisations dans la montée en compétences sur les outils d'intelligence artificielle. Je vais laisser Ben échanger et vous présenter Mysteria et également vous présenter l'outil Claude. Je suis également accompagnée de Jordan, qui est Data Engineer et AI Architecte et qui est membre et expert de la communauté Crème de la Crème. Bonjour Jordan, Bonjour, bonjour tout le monde. Ravi merci d'être là. d'être avec nous aujourd'hui. Jordan va nous partager son retour d'expérience sur Claude Code et plus largement sur ce que signifie travailler avec des agents IA dans un contexte un peu plus technique et structuré. Ben, je vais te laisser du coup prendre la parole et présenter un petit peu, rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Nous reviendrons ensuite à la fin du webinaire sur toutes les questions et on y répondra. Et puis, pour tous ceux qui vont me poser la question, je préfère le prévenir tout de suite, il y aura bien un replay à ce webinaire parce que je sais que c'est souvent très demandé. Donc, il y aura un replay qui vous sera envoyé suite à ce webinaire. Nous sommes déjà plus de 300 présents, 350. Voilà, donc bienvenue à tous et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ben, je te laisse la parole. Super. Merci beaucoup Ambre pour l'invitation et ravi d'être là avec tout le monde. Hop, tac. Donc pour me présenter très rapidement, alors déjà, je travaille chez Mysteria, je suis Head of B2C. Chez Mysteria, on a 2 équipes, une équipe qui traite directement avec les entreprises, une autre équipe qui fait également de la formation et notamment pour les freelances. Je forme des personnes à l'IA tout au long de l'année et du coup, ravi aujourd'hui de faire ce webinaire. Pour commencer du coup, c'est la petite précision. Donc 100 de ces slides ont été réalisés avec Claude intégré dans PowerPoint. Et je vous montrerai tout à l'heure un cas d'usage sur comment vous pouvez faire des slides ultra professionnels, quasiment comme un constant de chez McKinsey, avec Claude, ce qui était impossible il y a quelques mois. Et voilà, alors c'est parti. Donc, présentation très rapide de Mysteria pour ceux qui ne connaissent pas Mysteria. Mysteria aujourd'hui, le leader en conseil de formation en IA en France. On a formé plus de 1000 entreprises de toute taille, autant des entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 que des PME et aussi des plus petites entreprises. Et enfin, ce qui est intéressant évidemment pour les personnes ici, c'est qu'on a aussi formé énormément d'indépendants. Donc, sur 35 000 personnes formées, on a formé plus de 15 000 indépendants. On a mis 800 avis sur Google. C'est qu'on essaie de bien faire notre travail, même si pas toujours facile de former en IA, puisque ça change très vite. Et on est là pour ça. Alors,
Très rapidement, donc, ce que je vais faire pendant ma présentation qui va durer 25 minutes, je vais très rapidement vous présenter Claude, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je suppose que la plupart des personnes ici savent ce qu'est Claude. Et ensuite, je vais vous faire des cas d'usage. J'en ai plusieurs. Je vais essayer d'en faire le plus possible, toujours dans les outils métiers. Alors, je sais qu'il y a des personnes, donc je pense qu'il y a tout type de métier présent aujourd'hui. Donc, je vais faire le plus généraliste possible, tout en étant très métier, donc Excel, PowerPoint. Je vais aussi montrer des cas d'usage où je vais me connecter à Outlook et d'autres types d'outils qu'on utilise tous. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils sur comment est-ce que vous pouvez faire pour réellement optimiser les réponses de Claude. Parce qu'évidemment, en fonction de la manière dont vous utilisez Claude, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Il y a une vraie méthodologie à avoir, notamment au niveau de la gestion du contexte. Alors, c'est parti. Claude, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise d'intelligence artificielle qui a été fondée en 2021 par d'anciens d'OpenAI, notamment Dario Amodei. Pour ceux qui s'intéressent, c'est assez hollywoodien comme histoire, donc il y a pas mal de livres qui ont été écrits là-dessus, mais c'est d'anciens d'OpenAI qui ont fondé Claude. Aujourd'hui, Claude est le co-leader, peut-être même le leader dans l'IA, puisqu'ils sont valorisés 380 milliards et je pense que cette valorisation va avoir tendance à augmenter. Hop, Claude, on peut le dire, incarne réellement la progression récente des produits d'IA. Premièrement, Claude est l'IA qui est très positionnée B2B versus ChatGPT qui est positionné B2C. Donc, je trouve que pour un professionnel qui va utiliser Excel, PowerPoint ou d'autres types d'outils de ce genre-là, Claude est aujourd'hui le meilleur outil. Et donc, ça a été les premiers à réellement passer du stade de simple assistant textuel. On a tous utilisé ChatGPT en 2022, mais ça hallucinait beaucoup, ça faisait beaucoup d'erreurs et ce n'était pas encore bien distribué dans ce outils. Et aujourd'hui, en fait, l'IA est devenue un véritable coworker, un partenaire qu'on peut avoir dans tous nos outils métiers, PowerPoint, Excel, Outlook. Et Claude était à chaque fois l'entreprise, et notamment le produit Claude, était le premier à arriver sur ces outils. Parce que Claude a été le premier à arriver sur Excel, et Claude a également été le premier à arriver sur PowerPoint et maintenant sur Outlook. Donc, Claude incarne totalement cette marche en avant, présent dans tous les outils métiers, et ça, j'en ai déjà parlé. Pour moi, en fait, qu'est-ce qui fait de Claude aujourd'hui le meilleur outil? C'est parce que Claude, en fait, a un modèle qui est très puissant, qui est le meilleur, si ce n'est, enfin, qui est au niveau de GPT 5.5 et donc qui est tier 1 en termes de modèle. Mais surtout, en fait, Claude a un super produit. On peut le diviser en plusieurs briques. Il y a d'abord le chat que vous utilisez tous sur la web app, qui va être finalement l'utilisation la plus simple, reformater peut-être un mail, faire une recherche sur un sujet donné, etc. Puis en fait, on va avoir ce qu'on va appeler, nous, ce qu'on appelle un Claude Chat avancé. On va venir donner à Claude du contexte en plus via des connecteurs. Donc, par exemple, on peut donner à Claude le contexte de l'entreprise ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez en mission. On peut lui donner des skills, on peut avoir des projets. J'en parlerai après de ce que sont les skills et les projets. Ça, c'est ce qu'on va appeler Claude Chat avancé. Puis, il y a Claude intégré dans les outils comme PowerPoint, Excel et Chrome. Et puis, Claude un peu plus autonome. Moi, je parlais de Claude Cowork, qui est un produit de Claude avec une architecture plus agentique. Voilà, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense finalement que Claude est le meilleur outil du marché. Là, on a quelques chiffres, mais je pense que le plus intéressant, c'est celui-là. C'est que Claude a dépassé OpenAI en run rate ARR, donc en chiffre d'affaires, on va dire, recurring, en avril 2026, ce qui est quand même ultra, ce qui est un grand événement, on va dire, dans l'histoire des LLM. Donc voilà, et juste sur quelques outils, enfin quelques actualités, mais tout ça pour vous dire que cette progression ne décélère pas. En 2024-2025, on a eu l'impression que la progression décélérait, mais finalement, elle ne décélère pas. On a toujours des nouveautés Claude qui sortent. Voilà. Donc, des modèles toujours plus puissants, des produits plus agentiques, mieux distribués dans les outils métiers et mieux nourris par les données internes. Mais assez de théorique, je passe maintenant au cas d'usage. J'ai beaucoup de cas d'usage pour vous. Je vais vous montrer plusieurs cas d'usage. Donc, il me reste 20 minutes, je vais essayer d'aller vite. Le but, c'est de vous montrer ce que Claude est capable de faire. Aujourd'hui, je pense que c'est presque le plus important et j'essaierai à chaque fois d'expliquer mon cheminement et comment je suis arrivé à ce résultat. OK? Donc, on va commencer du plus simple, on va dire, au plus difficile.
Je vais commencer par un cas d'usage que je trouve hyper utile. Alors, je ne sais pas si on peut voir mon écran Ambre. Yes. OK. Et donc, je vais vous montrer un cas d'usage que je trouve hyper utile et qui va parler à tout le monde, je pense. Alors, donc là, je suis sur Claude Cowork, mais j'aurais pu aussi le faire sur le chat et je lui ai demandé, en fait, d'analyser, mon calendrier Outlook, OK? Et de me dire, OK, tous les rendez-vous que j'avais, donc c'est pour la semaine d'avant, donc je lui ai demandé de le faire pour la semaine d'avant et en fait, il m'a fait pour cette semaine, c'est pas grave. Donc il m'a envoyé, en fait, tous les rendez-vous que j'avais et je lui ai demandé de me les classer en rendez-vous externes versus internes. Parce que je veux qu'il me mette en avant mes rendez-vous externes parce que c'est potentiellement des rendez-vous clients, des rendez-vous avec des potentiels partenaires, et cetera. Et donc il m'a analysé, tout mon Outlook, donc mon calendrier via le connecteur Microsoft 365 et il m'a fait ce que je lui ai demandé. OK. Et moi, ce que je lui ai demandé, c'est vraiment de me dire: «OK, bah, dis-moi, j'ai quoi comme meeting? La description de ce meeting et mon to do». Et là, ce qui est super bien, donc je donne l'exemple, hein, et je pense que Ombre confirmera, c'est qu'il m'a donné ma to do et il a lu tous les emails, tous les échanges que j'avais eus avec Crème de la Crème, donc avec Ambre, Jordan et Sarah pour, me donner la dernière to do et là, heu, c'est bien ça, donc je devais renvoyer la V2 du deck à Ambre, notamment, avec les vidéos, via, WeTransfer parce qu'on n'avait pas les vidéos n'étaient pas passées, dans l'email. Donc il m'a fait tout ça et donc là, j'ai quelque chose d'hyper clair avec tout ce que j'ai à faire dans la semaine, prioritisé et donc ce que je peux lui demander maintenant, en plus de ça, c'est OK, bah, donc hop, donc je lui ai un petit peu parlé et je lui ai demandé, de me classer ces différents meetings et après je lui ai demandé: «OK, super, est-ce que tu peux me dire sur les personnes externes, lesquelles sont sur mon HubSpot, donc sur mon CRM et lesquelles ne sont pas sur mon HubSpot?» Et donc là, il me dit que Ombre n'est pas sur le HubSpot, Mysteria. Donc là, ce que je vais lui dire: «OK, peux-tu s'il te plaît créer la fiche contact, d'Ambre, hop, sur HubSpot et me créer une tâche avec ma to-do?» Donc en gros, là, en quelques minutes, avec un simple prompt, il m'a analysé tout mon calendrier, il m'a répondu, il m'a mis en avant ce qui était prioritaire pour moi. Et là, je vais lui dire, OK, bah, au lieu de tout faire à la main, eh bah, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me créer la fiche contact hop, d'Ambre sur HubSpot et me créer une tâche. Et ça, c'est super puissant puisque je pourrais faire ça pour tous mes sales. Donc, moi, je gère 10 sales et si à chaque fois, je dois leur envoyer un mail pour leur donner les tâches qu'ils ont à faire, bah, ça prend énormément de temps. Et donc là, pareil, si on est indépendant et qu'on a notre propre HubSpot où on va s'organiser, bah, on peut tout à fait utiliser ce type d'automatisation pour éviter de faire ça manuellement. Donc là, il va le faire pendant qu'il le fait. Donc voilà, il l'a fait, hop, et il avait updaté Rémi Audemars, je lui ai demandé, et il a bien créé ton contact Ambre et il m'a mis une to-do. Donc il m'a dit tâche to-do, mettre à jour. Donc ça, c'est hop l'autre. Et là, il m'a dit renvoyer la V2 du deck crème à Ambre. Voilà. Donc là, il me demande de valider. Une fois que je valide, il va me le créer. Donc je vais vous en montrer un autre. Pour le coup, là, je suis à 10 minutes sur un exemple business ultra concret que j'ai eu à régler et l'IA m'a énormément aidé. Donc hop, je vous le montre. C'était vraiment hyper intéressant. Alors, ça nous arrive très rarement chez Mysteria, mais on a eu un mini problème de staffing. Et moi, j'ai eu un formateur qui est un des meilleurs formateurs, donc il est très demandé, que ce soit sur le coaching ou sur les formations live. Et il avait été staffé en double. C'est-à-dire qu'on l'avait staffé sur une formation sur certains, donc en présentiel et également sur des coachings. Donc, il est venu me voir paniqué, m'a dit Ben, je suis doublement staffé, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce que j'ai fait de la même manière. Je lui ai dit OK, cela mon formateur a été staffé en double. Tu dois aller voir sur son calendrier tous les staffings qu'il a sur ses jours. Et ensuite, mon but, c'est de créer des tâches pour chacun de mes sales pour qu'ils déplacent tous les coachings le plus rapidement possible. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est pas si simple. Parce qu'en gros, soit l'organisateur de l'événement est le sales en question, et donc c'est plutôt simple pour Claude de trouver le propriétaire entre guillemets du deal, soit c'est Solal qui a lui-même organisé le meeting. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Claude d'aller voir sur HubSpot, de chercher le client avec son mail et de me retrouver de cette manière-là le propriétaire
de la transaction. Donc, le commercial qui va être responsable de décaler le meeting. Donc, je lui ai demandé de me faire ça. Ok, donc là, je lui ai fait un prompt où je lui ai juste dit exactement ce que je viens de vous dire à l'oral. D'accord, et je pourrais envoyer évidemment le prompt à ceux qui t'intéressent. Et donc, en fait, là, il m'a dit voilà, il y a 6 en fait, il y a 6 personnes à recaler parce qu'il y en a 4 qui avaient déjà été, recalées. Donc voilà, il y a ces 6 coachings à bouger. OK, très bien, et donc ensuite, je lui ai dit que je voulais qu'il crée maintenant une tâche pour chacun de mes sales, et on voit ici, hop, si je vais tout en bas, je l'ai fait, hein, pour pas perdre de temps. Je lui ai dit: «Go». Il m'a fait confirmer les tâches à créer. Il a bien trouvé tous les clients, il a bien trouvé leur ID et cetera, et là, il m'a créé 6 tâches sur 6, OK, et je vais vous montrer. Donc, je prends l'exemple. Hop, Ronan Cassin pour Laura, j'ouvre et vous allez voir. Alors, hop, il l'a ouvert ici, je vais vous montrer. Et vous allez voir, il m'a bien créé la tâche sur HubSpot. Hop, vous voyez, il m'a créé donc la tâche sur HubSpot. Urgent, recaler coaching Ronan Cassin. Cela les staffés en formation le 19 juin 2026. Le coaching de Ronan Cassin, etc. doit être programmé. Et il m'a mis l'email apprenant, il m'a mis le lien avec Event Outlook, etc. Donc, franchement, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose qui aurait pris, je pense, franchement, c'est quelque chose qui aurait pris 1 heure à faire. Il faut aller sur le calendrier de Solal, voir ce qui a été déplacé et ce qu'il faut replacer. Il faut aller voir qui est le propriétaire du deal. Et ensuite, il faut aller créer chaque tâche à la main. Ça prend énormément de temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, que ce soit en entreprise ou pour soi-même. Et franchement, c'est super. Il m'a créé les 6. Je pourrais vous montrer les 6. Et à chaque fois, ça a marché. Donc voilà pour le premier cas d'usage en utilisant Outlook. Et j'avais une vidéo ici, mais je pense, Ambre, on peut passer à la vidéo puisque je l'ai fait en live. Et on va maintenant passer à la deuxième démo qui est super utile. Donc, je vous disais que toutes les slides que j'avais faites aujourd'hui avaient été faites par IA. Et je vais vous montrer en live quelle est ma méthodologie pour faire des slides qui sont plus ou moins parfaites, ou en tout cas au niveau, pour être partagées. Alors, donc, hop, voilà, nickel. Alors, je vous montre comment j'ai fait. Moi, je fonctionne de cette sorte. Alors, j'ai un projet, en gros, sur Claude, OK. J'expliquerai plus tard ce que sont les projets, mais c'est des espèces de classeurs avec un contexte et une mémoire spécifique. Et en gros, moi, j'ai ce projet sliding, OK. Et c'est à chaque fois là que je demande à Claude, donc là, je suis sur le chat, de me donner le contenu des slides que je vais faire. Et il sait comment est-ce que je parle, pardon. Il sait la manière dont je fais mes slides. Et c'est pour ça que c'est utile d'avoir un projet dédié. Et ma façon de faire, qui je trouve est la meilleure pour arriver au 80-20, voire au 90 le plus rapide, voire arriver à 90% des résultats le plus rapidement possible, tout en optimisant la consommation de tokens, parce que Cowork utilise beaucoup de tokens. Et c'est vrai qu'il faut être bloqué assez rapidement si vous êtes que sur Cowork ou sur Claude dans PowerPoint. Donc là, par exemple, je lui ai demandé de me faire une recherche sur l'impact potentiel de l'IA sur le marché du freelancing, donc notamment au niveau des gains de productivité. Donc, il m'a fait une étude, ok, je lui ai dit en fait max 1 an d'ancienneté sur les études, France surtout, si ailleurs, donc s'il me donne de la data sur un autre pays, je vais demander de me le préciser. Parce qu'évidemment, c'est comme un stagiaire, si vous ne lui dites pas tout, il peut aller dans tous les sens. Donc là, je lui ai bien demandé de me donner de la data en France, ok. Donc là, il me donne toute cette data. Ensuite, ce que je fais, moi, ce que j'aime bien faire, là, je lui ai partagé un format de slide et je lui ai dit, OK, adapte le texte en 4 points comme sur cette slide. Évidemment, en règle générale, quand ce n'est pas de la recherche sur Internet, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voici en gros le message que je vais faire passer sur cette slide, voici les différentes parties et voici tous les bullet points. C'est comme ça que j'aurais fait. Donc là, pour l'exemple, j'ai fait quelque chose d'un peu plus simple et donc il m'a envoyé tout simplement, en fait, hop, il m'a envoyé le contenu. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends ce contenu, je le copie et je vais sur PowerPoint. Et là, sur PowerPoint, j'ai Claude qui est ouvert. Donc, une fois que j'ai Claude qui est ouvert sur PowerPoint, hop, je vais arriver ici. Et donc là, prenons, hop, là, je suis sur la slide 46. Et ce que je vais dire, j'aimerais, OK, que tu me fasses une slide au format de la slide 46. OK, mais avec le texte ci-dessous. OK. Et là, je vais lui donner le texte et vous allez voir, normalement, s'il n'y a pas un deuxième bug, il va me le faire de manière quasi parfaite.
Et en gros, évidemment, du coup, la qualité de vos slides dépend des slides qui vous donnent en exemple. Donc, si vous êtes avocat ou consultant ou enfin, n'importe quel type de métier où vous faites des slides, eh bien, vous prenez un deck que vous avez déjà avec le bon format et vous allez tout simplement demander à Claude d'imiter le format. OK? Et donc là, vous allez voir, il va me structurer cette slide. Donc, je pense qu'on peut attendre qu'il le fasse. Ça va pas prendre trop de temps normalement. Et en gros, il va me faire une nouvelle slide avec le texte que je lui ai donné. Et ça, honnêtement, moi, j'ai essayé pas mal de différentes méthodes, on va dire, et de stratégies pour faire des slides. Et celle-là est la plus adaptée, enfin, plus rapide et vraiment optimisée en consommation de tokens. Il y a des personnes dans mon équipe qui font des slides et elles sont en forfait classique team, qui est 1,25 fois l'utilisation du pro. Et elles font des slides, voilà. Et donc, il m'a fait la slide, l'IA et le freelancing en France. Voilà, le marché freelance IA explose. Un TP/PME sur 4 utilise déjà l'IA. Il m'a fait tout ça. Alors, hop, juste, il y a quelques retouches à faire. Il faut peut-être agrandir ça. Peut-être que, hop, je vais mettre ici un espace, vous voyez. Mais il m'a bien refait la slide comme je voulais. Et ça, je trouve ça super. Donc voilà, ça c'est fait. Et évidemment, plus la qualité de vos slides initiales est bonne, plus le rendu sera bon. Donc, on parlait de PowerPoint et maintenant je vais vous montrer rapidement hop, Excel. Et là, Excel, pareil. Alors, Excel, j'ai de la data en gros sur Excel pour les personnes qui travaillent sur Excel, ok. J'ai de la data sur certaines ventes, mais elle n'est pas bien formatée, ok, c'est pas très joli. Et là, je lui ai demandé, donc pareil, j'ai ouvert Claude dans Excel et je lui ai demandé de me créer une nouvelle feuille, ok, et de me classer mes meilleurs sales sur le trimestre. Donc, il va le faire directement. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, plus personne ne doit faire de slides ou d'Excel à la main. Moi, j'ai travaillé en banque d'affaires. J'ai des amis qui sont encore en banque d'affaires, dans des grosses banques américaines, dans des fonds de private equity. Et la plupart qui ont testé Claude ne font plus les Excel à la main. Alors, évidemment, on a de la chance parce qu'on a vécu dans le monde où on a fait tout ça à la main. Donc, on sait faire. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les jeunes qui font que de l'IA. Mais en tout cas, pour les personnes qui savent déjà faire, vous pouvez tout à fait utiliser l'IA. Et normalement, hop, il vous fait tout ça avec les formules dynamiques. Okay, donc, il ne vous copie-colle pas de la data. Alors, on va voir ce qu'il m'a fait là. Hop. Et en gros, voilà. Voilà, il me fait, vous voyez, hein, vous avez absolument toutes les formules, donc vous pouvez vérifier si quelque chose ne va pas. Donc, j'en sais rien, si vous êtes, je prends un exemple assez bête, hein, mais qui va peut-être nous parler à tous. Si vous êtes comptable, bah, vous avez besoin que la somme des actifs et du passif soit égale. Et donc, à ce moment-là, vous allez mettre en place des checks. Okay, vous ne faites pas confiance à l'IA aveuglement. C'est tout simplement votre stagiaire qui va écrire les formules à votre place. Mais évidemment, c'est vous qui donnez la logique. Quand vous lui demandez, par exemple, de vous calculer le nombre de deals gagnés, bah, si vous ne définissez pas ce qu'est un deal gagné ou si la data n'est pas bonne, bah, évidemment, vous n'aurez pas des bons résultats. Vous voyez, on le voit en live, il me classe mes sales. Franchement, c'est super pour piloter de la data. En gros, si vous avez de la data à analyser, c'est super pour faire ça. Et je vais montrer une dernière astuce, mais je suis à 20 minutes, donc hop, voilà, il m'a tout fait en live. Franchement, c'est super, je gagne énormément de temps et je peux vérifier. Je peux lui demander ici de me décrire la logique qu'il a faite. Je peux lui demander de me dire en français exactement quelle est la formule qu'il a choisi de faire, etc. Et ce qui est super maintenant, c'est que regardez, quand je vais, ok, regardez, là, hop, hop, quand je vais sur mon, quand je vais là en gros sur mon PowerPoint, ok, regardez, en gros, je peux me connecter à l'Excel. Donc là, j'ai un contexte partagé avec cet Excel-là, hop, qui est de l'autre côté, qui est ici. Et je pourrais lui dire, mais alors, on ne va pas attendre, parce que j'ai un dernier cas d'usage, donc on ne va pas attendre, hop, qu'il le fasse. Mais regardez, je pourrais lui dire, peux-tu, s'il te plaît, aller dans l'Excel, regarder le classement de mes commerciaux, ok, et me faire une slide dessus. Et là, ça, c'est incroyable, c'est sorti il y a quelques semaines. Et en gros, maintenant, il y a le contexte partagé. Donc, en fait, il peut tout à fait me faire un graphique qui va être connecté à mon Excel, hop, qui est là. Et ça, c'est super. C'est ce qu'on faisait. Il y avait des entreprises, alors je ne m'en souviens plus exactement du nom
des logiciels, mais normalement, il y avait des entreprises, et je crois que ça s'appelait Teamcell, qui faisaient justement la connexion entre Excel et PowerPoint. Et aujourd'hui, vous voyez, donc là, il demande à Excel le classement des commerciaux et c'est impressionnant parce que vous allez voir, là, il va me dire en fait que, tac, en fait, c'est le même clone, hein, regardez. Là, il est en train de donc là, bon, il vient de finir ça, hein, mais normalement, il va avoir ce Claude qui va parler avec ce Claude-là. Il va me récupérer les données et me faire la slide ici. Donc là, il a dit: «J'ai demandé à Excel le classement des commerciaux». OK? Je te fais la slide dès qu'il répond. OK? Donc c'est impressionnant et ça marche hyper bien. Mais donc là, il est en train de me faire je vous montrerai les résultats parce que je vais vous montrer un tout dernier cas d'usage et je me dépêche. Le dernier cas d'usage que j'ai fait qui est impressionnant, regardez. Ici, j'ai créé, moi, tout un outil où je peux réellement analyser ma data. OK. On l'a fait avec Vincent, qui est le CEO. On a décidé, enfin, nous, on a pas mal de choses qu'on regarde, notamment en fait des performances par webinaire, etc. Et pour le faire sur HubSpot, il fallait prendre l'abonnement en plus et ça n'aurait pas été assez customisable. Ça n'aurait pas été assez bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté ma data d'HubSpot à une base de données SQL que j'ai connectée ensuite à Lovable. Donc, en gros, là, si vous voulez, j'ai créé j'ai vibe codé, entre guillemets, mon propre outil de visualisation interne. Mais j'ai encore dû quand même passer sur un petit truc technique où j'ai dû prendre ma data d'HubSpot et la mettre sur Supabase, enfin sur SQL, via N8N. Et là, je me suis presque fait dépasser par Claude parce que regardez, je vous l'ai fait, ok, c'est impressionnant. Il y a une nouvelle chose qui s'appelle Live Artifact. Live Artifact, c'est des mini-logiciels de visualisation de données connectés en temps réel à vos données. Et là, tout simplement, je lui ai demandé d'aller chercher la même donnée sur ma base de données ou sur SQL. Je lui ai en gros donné accès. Ce que j'ai fait, hein, bon, j'ai un peu triché, hein, mais j'ai pris le code de toute cette page. Je lui ai donné accès à Cowork puisqu'il a accès à mes fichiers en local. Donc, vous voyez ici, je peux lui ajouter un dossier. Hop. Et en gros, il a accès dans mon bureau à Dashboard où j'ai tous les détails. Donc, je lui ai expliqué tout ce que je voulais. Il a accès à ça. Là, je l'ai carrément collé. Vous voyez, il y a des dizaines de fichiers qu'il a. Et il m'a refait la même chose. Et ici, vous voyez, donc là, pour la démo, j'ai fait une petite version. Mais en gros, je n'ai plus besoin de passer par quoi que ce soit de technique. J'ai connecté Cowork à mes données sur HubSpot. Ça, c'est donc à la place d'utiliser un Excel. Et là, j'ai tous mes classements. Donc, j'ai le même classement que j'avais sur Excel, sauf que là, c'est en live. Dès que un de mes commerciaux va aller signer un nouveau deal sur HubSpot, ou dès que vous utilisez votre propre HubSpot ou vous utilisez n'importe quel outil de visualisation de données pour un client ou pour vous-même, eh ben, vous pouvez utiliser Claude pour, hop, là, si je mets recharger, il va aller me chercher la donnée en live et il me recharge la donnée. Hop, voilà, alors j'en ai fini des démos, je regarde juste si la slide, alors ouais, bah, la slide n'a pas encore été faite parce qu'il m'a demandé des détails puisqu'il est intelligent. Mais en gros, il me fait la slide de manière, hop, en prenant la data sur Excel. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Alors, je n'ai fini des démos. Je vais dire quelques mots sur les conseils. Donc, Ambre, tu peux, hop, remettre plutôt les slides et je termine en une minute. Hop. C'est vrai que je suis passé, j'ai fait toutes les démos directement à Ambre hein, pour gagner du temps. Mais voilà, nickel. Donc, OK, pour moi, les 5 réflexes essentiels, c'est que vous devez comprendre un minimum comment l'IA fonctionne. C'est quoi un modèle, c'est quoi un LLM, c'est quoi un modèle fondationnel, c'est quoi l'IA générative. Si vous ne comprenez pas comment l'IA générative fonctionne, vous ne comprendrez pas les risques de l'IA générative, notamment les risques liés aux biais, les biais de confirmation, les hallucinations, etc. 2, vous devez maîtriser les outils d'IA comme Claude ou ChatGPT, mais donc on disait Claude, aujourd'hui, c'est le plus avancé. Par exemple, bah, il faut que quelqu'un vous explique ou il faut que vous sachiez qu'on peut faire des live artefacts, qu'on peut faire des projets, des skills. Et tout ça, c'est vraiment une connaissance produit qu'il faut avoir. 3, vous devez apprendre à gérer votre contexte. Entre un Claude qui a accès à votre base de données Notion ou autre, qui sait, qui a une mémoire par projet, qui sait ce que vous voulez, et un Claude, j'en sais rien, un nouveau compte que vous viendriez de créer, il n'y aura pas du tout les mêmes résultats. Et ça, il faut vraiment le comprendre. 4, il faut apprendre à automatiser. Donc, quels sont mes cas d'usage? Où est-ce que je peux utiliser l'IA? Où est-ce qu'il doit y avoir de l'humain? Et à la fin, créer des skills. Donc là,
toutes les tâches que j'ai faites. Et s'il y a des questions pendant le Q&A, ravi d'y répondre. J'aurais pu les enregistrer comme fonction qu'on appellerait un skill, ok. Et la prochaine fois, au lieu de tout lui réécrire, je dirais, hey Claude, bah, fais-moi l'analyse de mon Outlook. Et en gros, à chaque fois, il me fait la même analyse, il me sort le même résultat et j'ai automatisé. Voilà. Et ensuite, il faut faire évidemment sa veille. Euh, c'est de la même manière hyper important pour quelqu'un qui est freelance, puisque aucun secteur n'est épargné, tout le monde est concerné, et il y aura une réelle différence entre les freelances, les indépendants qui utilisent l'IA et les autres. Et dernier point là-dessus, quand on est salarié, les gains de productivité souvent sont pour l'entreprise. Dans les cas des indépendants, c'est pour vous. Donc voilà, j'en ai fini. Je vous mets ici un QR code pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous avec Mister IA, juste pour poser des questions, pour en savoir plus sur notre accompagnement, sur l'IA en général. Nous, notre but, c'est de parler avec vous. On a des experts qui vont qualifier votre besoin. Et derrière, on a des formations qui sont éligibles au CPF. On peut vous faire que du coaching privé. Vous avez plus de 20 heures d'e-learning, accès à vie. Vous avez accès à la communauté Mister IA Alumni, où on vous fait chaque semaine des posts, donc soit des Q&A, soit des posts sur les nouvelles sorties. Donc franchement, je trouve que c'est super. Et comme formation, on a évidemment la même volonté et rigueur qu'on a côté entreprise. Voilà, je n'ai fini, j'ai un petit peu dépassé Ambre, mais en tout cas, j'espère que c'est clair. Cliquez sur le bouton pour ceux qui veulent prendre rendez-vous. Vous avez un petit formulaire et puis derrière, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe. Merci beaucoup, Ben. C'était hyper intéressant. Je vais maintenant donner la parole à Jordan. Jordan, tu vas nous parler de Claude Code, mais aussi plus largement de l'ère de l'IA agentique. Je te laisse du coup prendre la main sur la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a déjà beaucoup de questions qui sont intégrées. On y reviendra juste après la prise de parole de Jordan. Merci Ben pour ta présentation et cette description de Claude et de son écosystème. Donc, comme Ambre vous a dit, moi, ma partie va concerner Claude Code. Et donc, la partie agentique de Claude et notamment orientée plus pour, on va dire, les développeurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Claude Code, c'est l'équivalent de Claude Cowork, mais son interface Nous avons un utilisateur. petit bug, comme avec Ben. Décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas. Je crois que Jordan est en Vous train m'entendez? d'essayer de se reconnecter. Ouais. Allô? Moi, j'entends Jordan de mon côté, Ambre. Moi, je l'entends. Ah, tu l'entends? Ah bah c'est peut-être moi qui ai un Ouais. problème. Ok. Ouais. Désolé. Donc, je poursuis. Donc, Claude Code, qui est l'équivalent de Claude Cowork, mais son interface utilisateur. On va démarrer. Donc, par un constat qui est assez troublant. C'est-à-dire que dans le monde d'aujourd'hui, il y a une commodification du raisonnement, donc même au-delà du raisonnement, de la cognition. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que d'un côté, on observe qu'on a des modèles de raisonnement qui sont de plus en plus puissants, qui vont avoir accès à des contextes larges, qui vont pouvoir ingérer de plus en plus de données, et avec des milliards de paramètres accessibles, parce que la guerre entre les fournisseurs de modèles font en sorte que les prix se tirent vers le bas, et aussi les solutions open source et de plus en plus performant, parce qu'à chaque fois qu'un nouveau modèle sort, il dépasse les performances sur des benchmarks des modèles précédents. Donc, d'un côté, on a des modèles de raisonnement de plus en plus performants, mais de l'autre côté, on observe en production des comportements qui laissent à désirer et qui questionnent sur la performance de ces modèles-là. Donc, la plupart d'entre vous qui avez utilisé des LLM ou des chatbots, vous les reconnaîtrez, les hallucinations ou quand ils ne créent pas des données ou des liens, des résultats non reproductibles. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va retourner, on va faire runner le même prompt, on va avoir des différents résultats. Donc, ça, c'est plutôt le côté probabiliste. Des coups qui explosent, on ne sait pas forcément pourquoi. Des démos qui impressionnent, mais intégrés au sein d'un SI existant, c'est assez compliqué. Un ROI difficile à prévoir et à estimer, le plus souvent, la plupart du temps, et l'introduction de nouveaux risques, comme la plupart, vous l'avez souligné dans le chat, que ce soit des risques liés à la RGPD, que ce soit des risques liés à la dépendance à ces fournisseurs de modèles-là. Qui dit dépendance dit vendor locking, mais dit aussi si la solution, si la plateforme n'est plus disponible, ou si le pricing évolue, par exemple. Donc,
Mais ce n'est pas juste, cette observation, c'est pas juste une hallucination de votre part, mais plutôt quelque chose qui a été remonté dans le rapport du MIT Nanda, intitulé The Gen AI Divide en 2025. Donc sur 300 projets analysés à travers 150 compagnies, en fait, ils se sont rendus compte que 95% des projets qui passaient la phase de pilote, donc c'est-à-dire implémentés en réel, ne délivraient pas de ROI, donc de retour sur investissement. Et une analogie assez pratique, je trouve, pour comprendre, c'est que le LLM ne se suffit pas à lui tout seul. C'est-à-dire que c'est comme un peu le cerveau, et sans le système nerveux pour le connecter à la réalité, donc à vos données, à vos processus, à vos décisions, à vos manières de faire au sein de l'entreprise, bah, il va sous-performer dans la réalité de la production. Et donc, ce qui nous amène à la question de comment réduire l'écart. Donc, tout d'abord, il faudrait adopter le bon cadre, ce que j'appelle le bon cadre mental, donc le bon framework. Pour cela, il faut changer notre conception et plutôt notre rapport avec l'agent IA. C'est-à-dire que la plupart des gens ils le traitent comme si c'était une boîte noire magique qui serait capable de faire tout un tas de choses. Mais il faudrait plutôt, pour moi, le considérer comme un nouveau collaborateur. Tout comme nouveau collaborateur, il faut lui donner accès à un contexte, qui vous êtes, quelle est votre industrie, quel est votre secteur, quel est votre métier, lui doter d'outils, Office 365, Excel, GitHub, pareil. Lui faire comprendre c'est quoi vos processus, comment on processe, quels sont les policies, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, et aussi les exigences liées à sa tâche. Et donc, du coup, avoir exactement les mêmes besoins, les mêmes exigences qu'on aurait pour un nouveau collaborateur que pour l'agent IA. Ensuite, il y a une chose qui est importante aussi, c'est de prendre le temps de se mettre en pause et de penser lentement et en profondeur. Parce que la pensée rapide, bah, on garde ça pour les LLM, pour les scripts, mais la pensée, maintenant, la valeur ajoutée, ce qui va faire le différenciant, c'est de prendre du temps et de se poser. Prendre du temps et de se poser pour identifier les domaines ou les processus ou les workflows qui sont les plus à même de délivrer le maximum de ROI. Et donc, du coup, si on en réfère par rapport au rapport du MIT, la plupart des tâches qui délivreront le plus de ROI identifiées sont plutôt liées au back-office, l'opérationnel, la documentation et la maintenance. Et donc, du coup, j'ai mis la loi de Pareto qui permet de vous guider pour vraiment vous concentrer quelles sont vraiment les 20% des tâches qui génèrent 80% des résultats et se concentrer sur celles-là si elles sont automatisables. Et si ça vaut le coup, dans ce cas-là, se concentrer là-dessus. Ceci dit, il y a 3 conditions donc, du coup, qui permettent, une fois réunies, de cadrer un peu et de s'assurer que la solution d'IA qu'on va implémenter délivre des résultats attendus parce qu'on doit scoper. Et donc, du coup, quelles sont-elles? Un cas d'usage clair. Donc, il faut une douleur identifiée, mesurée et vécue, identifiée par des humains au sein de votre entreprise. Un impact business, comment le mesurer? C'est soit le nombre d'heures, d'euros, d'erreurs évitées et qui en bénéficient. Donc ça permet de construire un ROI projetable et ensuite construire un POC et voir si le POC est plus à même de répondre aux attentes de ROI. Sinon, dans ce cas-là, on ne passe pas à la phase d'après. Ensuite, à l'ère agentique, donc ça c'était pour 3 conditions pour essayer d'évaluer le ROI et cadrer un POC. Là maintenant, ça c'est lorsqu'on construit une solution agentique pour qu'elle tienne en production, il y a 3 piliers fondamentaux qui sont non négociables. Le contexte, donc comme on l'a vu pour le cas d'un nouveau collaborateur, il faut fournir un contexte, l'outillage et le processus. Donc je vais les détailler un peu plus par la suite. Donc, le contexte, à quoi ça sert? Donc, aujourd'hui, on parle, c'est une discipline et on parle même de contexte engineering. Ça sert à fournir, donc, comme son nom l'indique, le contexte pour améliorer le thinking et la qualité des réponses qu'on va recevoir de l'agent. Donc, pour cela, on peut utiliser ce qu'on appelle les systèmes prompts, des skills, comme Benjin vous a présenté plus précédemment. Ça peut être des documents de référence, ça peut être de la mémoire, RAG, donc l'ensemble de votre base documentaire en fonction de vos contraintes et de vos réglementations, bien sûr. Mais tous ces ensembles d'outils permettent d'augmenter la qualité du raisonnement et des réponses obtenues de l'agent.
Donc, je vais passer rapidement sur l'outil. Ce qui est important pour l'outil, en fait, c'est d'avoir des outils déterministes, que ce soit MCP ou des scripts Bash ou des hooks. Ce qui est important, c'est que l'agent ne va pas recoder l'outil pour pouvoir effectuer sa tâche. Par exemple, si on vous demande de pêcher, vous n'allez pas reconstruire la canne à pêche, puis aller pêcher. Non, vous fournissez la canne à pêche directement. Et en plus, l'avantage d'avoir des outils déterministes, on connaît le comportement. Et à chaque fois qu'on va runner l'outil, on va avoir un résultat cohérent qu'on va pouvoir expliquer. Donc là, c'est explainability et observability. Et enfin, le processus. Ce qui est important dans le processus, ça va être de décrire l'interaction que vous allez avoir avec l'agent pour réaliser la tâche, lui donner plus d'informations sur comment il doit, par exemple, s'il doit faire une analyse ou générer un rapport, lui guider en lui donnant des prompts, des commentaires sur comment constituer son rapport ou comment constituer son analyse. Donc, et pour cela, il y a des composants comme workflow, plugin, /command. Mais ces trois piliers-là, c'est pas tout. En fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et en pratique, ce qui fait vraiment tenir une solution IA en prod, une solution agentique, c'est l'infrastructure qu'on va construire autour. Donc, c'est pas seulement le modèle qui va déterminer la performance et la qualité, mais c'est vraiment l'infrastructure que vous construisez autour. Et ça passe par exemple par une gestion de contexte et tools, comme je viens d'expliquer. La plomberie, donc ça va être comment connecter votre RAG à votre MCP, à vos modèles, la gestion des erreurs, la gestion des retries, le caching et la mémoire, l'observabilité que je viens de décrire, la fiabilité lorsque vous mettez votre solution en production et qu'il y a des utilisateurs. Donc ça, c'est la partie serving. Mais il faut aussi que cette solution-là soit fiable. S'il y a 1000 utilisateurs qui arrivent en parallèle, il faut construire toute l'architecture autour pour que ça puisse tenir la charge. Et aussi, il y a aussi la dépendance avec le fournisseur de modèles. Donc, il y a vraiment toute une architecture à penser pour rendre cet environnement d'exécution pour l'agent la plus fiable et la plus performante possible. Et donc, toutes ces pratiques-là, en fait, changent la nature du métier de AI Engineer et ces pratiques-là ont été formalisées autour du concept de Harness Engineering. Qui est un concept qui a été introduit par Michel Hashimoto. C'est très récent, Mitchell, sorry. C'est celui qui a cofondé HashiCorp, et dont l'un des produits assez connus, Terraform. Initialement, donc, on était au niveau des pratiques, ça avait commencé avec le prompt engineering, donc comment mieux interagir avec l'agent afin de tirer le mieux des réponses, enfin des meilleures réponses et contrôler son comportement et son raisonnement. Ensuite, il y a eu le context engineering, donc lui donner accès à à la documentation, à un meilleur contexte pour justement avoir une réponse et des tâches plus personnalisées. Et maintenant, l'idée, c'est de le soutenir avec le harness en lui donnant vraiment tout cet environnement d'exécution-là. Donc, c'est pas seulement de la théorie, le harness engineering. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pratique et c'est très très récent. Et les données empiriques le prouvent. Là, par exemple, ce qui m'a le plus choqué, c'est ce résultat de Peer Research avec Grok Code. Donc, Grok Code, qui est un modèle de LLM. Un modèle égal, donc avec le même modèle, juste en rajoutant la couche de harness dessus, ils ont été capables d'augmenter la performance du modèle sur un benchmark SWE, donc des tâches de type software engineering, de 6% à 68%. Donc, c'est vraiment pas que de la théorie, c'est vraiment, on observe en pratique que ça permet vraiment de fiabiliser les tâches et les résultats qu'on peut obtenir d'un modèle. Ensuite, un autre skill qui sera important, étant donné qu'on parle de token, vous l'avez bien compris, c'est la nouvelle monnaie, et c'est la nouvelle monnaie associée à ce nouveau type de compute. C'est-à-dire que dans le cloud, pour donc les développeurs, les ingénieurs, savent que dans le cloud, on a des ressources qu'on appelle compute et qu'on paye pour pouvoir l'utiliser. Et là, le token, c'est la monnaie qu'on va payer pour pouvoir utiliser ce nouveau type de compute-là, qui est doté de nouvelles capacités.
Pourquoi c'est important? Parce qu'à chaque interaction avec l'IA, il y a 3 types de tokens que vous consommez. Donc, il y a l'input, donc comment vous formatez, si vous rajoutez des formules de politesse ou pas. Donc, ça compte comme des tokens. Il y a la réflexion, le reasoning, la réflexion interne et le cache. Donc, le système prompt, le contexte qu'il a et les données qu'il a accès par rapport à la session et la réponse qu'il va vous formuler. Donc, si à chaque interaction, vous avez tout cet ensemble de contextes-là qui sont consommés, maintenant, vous imaginez que plus vous allez brancher d'outils, plus vous allez donner accès à de la mémoire, plus il va consommer de tokens. Et encore pire, dans une architecture multi-agents, vous avez plusieurs agents qui interagissent entre eux, la facture des tokens va exploser. Et donc, du coup, ça va être un skill qui va être de plus en plus important de savoir maîtriser, pas seulement à l'échelle individuelle ni départementale, mais aussi à l'échelle organisationnelle. Maintenant, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur mon usage personnel et en entreprise aussi de Claude Code et donc des observations et des bonnes pratiques. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé Claude Code, il y a cette première impression qu'on a lorsqu'on lui demande de coder un SaaS et qui nous génère 3000 lignes de code et on se sent puissant et à raison, mais c'est plutôt l'outil qui est puissant. Et en fait, derrière cette performance, derrière cette puissance se cache ce qu'on appelle la dette de compréhension. Donc, c'est-à-dire que votre code, il marche, il fonctionne, il compile, vous l'avez déployé, youpi, mais 3 semaines plus tard, lorsqu'il va falloir faire une modification dans ce spaghetti code, ou alors débugger quelque chose, vous vous rendez compte que vous avez perdu la maîtrise de la compréhension du code. Vous avez fait que accepter les propositions émises par Claude. Et en fait, c'est encore pire que ça. En fait, c'est que vous avez déchargé tout le raisonnement, toute la partie engineering. Donc, c'est-à-dire que l'agent, il va faire des choix, il va faire des postulats, il va mettre des hypothèses et pire encore, des fois, avoir des hallucinations. Et ça, dans 2000 lignes de code, c'est très difficile de comprendre et de débugger ce qui s'est passé. Donc, en pratique, comment faire? Cette partie-là, dans l'industrie de l'aéronautique, il y a des copilotes aussi. Donc, du coup, ils ont établi un plan pour pouvoir collaborer avec une IA ou une machine. Donc, il y a la phase de conception pure. C'est full humain, engineering, et assisté par IA si possible. Donc là, on va potentiellement utiliser Claude Ask. Mais tout ce qui va être architecture, design, que ce soit d'une API, d'une solution, d'un site internet, tout ça doit être pensé par vous et assisté par IA si possible. Et ensuite, la phase d'implémentation, il faut cadrer vraiment sur des micro-tâches bien scopées, ciblées et encadrées. Et là, c'est intéressant d'être assisté par l'IA. À savoir que moi, je l'utilise principalement, si vous vous rappelez le rapport du MIT, moi, je l'utilise principalement pour tout ce qui va être documentation, rédaction des tests et vraiment sur certaines tâches ciblées. Je ne recommanderais pas d'utiliser Claude Code chez un client. Pourquoi? Parce que la code base, elle est énorme et il a tendance à, lorsqu'on lui donne des droits, à modifier tout un tas de fichiers. Et plus il modifie de fichiers, plus il l'impacte parce que les fichiers s'appellent entre eux. L'impact est difficile à prévoir et très souvent, il n'a pas la compréhension que vous avez de la code base, des contraintes architecturales, des contraintes techniques, des contraintes fonctionnelles, des contraintes de cybersécurité. Il ne les a pas. Donc, c'est pour ça que je préfère vraiment le garder pour un scope vraiment maîtrisé. Et au contraire, par contre, je vais beaucoup utiliser l'autocomplétion intelligente et Claude Ask. Franchement, ces deux outils-là permettent de couvrir 80% de mes besoins en tant que développeur et ingénieur. Et ensuite, bien sûr, la phase de débriefing où on va lire le rendu de l'IA et s'assurer de maîtriser ce qu'il a produit. Tout cela, en fait, pour maîtriser cette dette de compréhension et s'assurer que, tout en gagnant en vitesse, on conserve cette maîtrise-là. Donc, c'est vraiment le dilemme vitesse et compréhension. Quelques réflexes à avoir. En fait, comme je l'ai expliqué, il faut le considérer comme un nouveau collaborateur. Et en software engineering, en DevOps, il est conseillé de ne pas faire des PR avec plus de 100 ou 250 lignes. Ça dépend des entreprises. Mais là, il faut le considérer de la même manière. Donc, on va faire des PR, on va tester avant d'avancer. À chaque fois qu'on délivre une feature, on va le tester. On va faire des code review nous-mêmes ou alors par d'autres collègues, et des commits atomiques. Donc, on va committer petit bout de code pour faire nos PR.
Donc, c'est vraiment tout cela, en fait, dans le but vraiment de conserver la maîtrise sur cette dette de compréhension-là. Et donc, ce qui fait qu'on va évoluer de juste interagir avec Claude Code avec un prompt et lui demander des résultats, à vraiment designer, construire un environnement technico-fonctionnel. Donc, en ayant un workspace structuré, une toolbox avec des outils déterministes, une documentation versionnée et des skills réutilisables. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en pratique. Ça, c'est un cas fictif. Ambre, si tu veux, je veux bien que tu partages mon écran. Merci. Yes. Si j'arrive à le retrouver. Yes, il est ici. Donc ça, c'est une démo avec des données fictives créées pour ce webinaire. En pratique, le workspace est un peu plus imposant, mais là, je voulais juste vous démontrer un peu à quoi ça ressemble de manière concrète. Donc, quelques répertoires vraiment importants. Donc, il y a ce Cloud Config. Donc là, on va par exemple avoir le système prompt qui va être injecté et transformé en Claude MD, Markdown, qui va être consommé par Claude au démarrage de la session. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai un template de système prompt que j'utilise, où aussi vous voyez que c'est paramétrisé, donc c'est en utilisant Jinja, pour injecter des paramètres dans ce système prompt-là. Donc, j'ai un script qui va prendre ce template-là et renseigner ces paramètres qui sont définis ici, afin de produire le système prompt. Donc, c'est un peu, en pratique, c'est comme ça qu'il faudrait générer des systèmes prompt. Et de cette manière, on versionne tout ce qui va être lié à notre système prompt, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ce système prompt il contient? Donc, il contient donc l'identité, le comportement qu'on veut de l'agent. Donc, l'identité, tu es un agent data assistant. On veut le comportement et les principes fondamentaux, donc notamment proposer avant d'agir, ne jamais modifier des fichiers avant d'avoir obtenu notre confirmation, remonter des anomalies, être concis. On va aussi donner des indications sur la manière dont on veut qu'il nous communique. Par exemple, utiliser des emojis. Si par exemple on a des spécifications liées au métier, par exemple des logos ou des choses comme ça, on peut le pointer, lui dire d'utiliser. Ensuite, donc on va lui donner l'ensemble des outils disponibles, quelques règles d'exécution, le contexte. Donc le contexte ici, donc là par exemple ici, pour lui donner du contexte, j'ai un fichier client que j'ai créé, un glossaire, donc si vous avez un glossaire pour qu'il utilise votre vocabulaire, et des processus. Donc là par exemple, pour certaines tâches, on va lui dire, voici le processus que tu dois suivre, validation du mode d'action, vérification des données sensibles, relecture, avant-envoi, etc. Donc ça pourrait même être un skill, en fait, ce processus-là. Et donc, du coup, ça, on l'injecte et ça donne ce fichier Markdown qui est rempli avec donc, les chemins que vous voyez ici. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ici un fichier client, un fichier produit. Ce fichier client, il contient des informations liées à un client et j'ai ce fichier produit, donc en CSV, qui contient des informations liées à des produits. Ce que je vais lui demander, ce que j'ai demandé à l'agent, là, je l'ai pré-lancé parce qu'il prend un peu de temps et j'ai pas forcément tout le temps. Donc, je lui ai dit, fais-moi un état des lieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire l'état des lieux, il est allé dans la toolbox. Donc, ça, c'est des scripts taillés sur mesure pour un client, par exemple, des scripts déterministes qui vont lui expliquer comment lire le CSV et d'autres actions à faire, notamment pour l'identification des pays. Et donc, il a compris que je voulais qu'il m'analyse. Donc, il allait m'analyser ici, vous voyez. Donc, il liste l'ensemble des fichiers qui est dans Data et il repère que donc, il y a ces deux fichiers-là qu'il doit analyser. Donc, dans le premier fichier, il repère des anomalies, donc des doublons potentiels, des emails mal formés, deux IBAN détectés. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, vous allez voir, il y a 3 IBAN. Et dans le système prompt qu'on lui a donné, on lui a dit les IBAN sont des informations importantes, ne les affiche jamais. Mais pourquoi il y a 3 IBAN et lui, ils m'ont dit 2? Parce qu'en fait, c'est que si vous regardez ici, ça, c'est pas un vrai IBAN. Et en fait, si on avait laissé la liberté à l'agent de détecter l'IBAN sans passer par l'outil déterministe qu'on a mis en place, parce que dans l'outil déterministe, il y a des règles de regex qui permettent d'identifier vraiment qu'est-ce que c'est qu'un IBAN correct valide.
Et donc, du coup, bah, l'agent, lui, il aurait pu, en fonction du run, dire que c'est un IBAN, c'est pas un IBAN. Mais avec cette touche de déterminisme, on force à adopter notre compréhension de ce que c'est qu'un IBAN. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir où injecter du déterminisme. Et donc, du coup, sur le deuxième fichier, il n'y avait pas de il y avait aucun, il nous dit qu'il n'y a aucune anomalie détectée. Et ensuite, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander, donc là, il nous demande, voici son plan d'action, comme on l'avait mis dans le système prompt. Il nous propose un plan d'action et il nous demande si il doit le confirmer. Donc là, je lui dis oui. Donc là, il exécute le plan d'action et il me donne un rapport détaillé de son plan d'action. Ensuite, là, il me propose un audit ciblé du deuxième fichier. Bon, je vais passer un peu parce que là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'utiliser un des scripts, parce qu'il a vu que le script n'existait pas, il l'a construit lui-même pour faire l'analyse. Et donc ici, ça, c'est l'analyse qu'il a produit. Et il nous dit donc la répartition par catégorie, les prix, etc. et tout. Et à la fin, il me demande si il doit faire transformer ça en Excel ou autre chose. Donc là, je lui dis non. Généralement, plutôt un rapport d'exécution de la session. Donc là, il avait essayé de lancer le script, il avait raté, donc il réessaye. Donc ça, c'est la partie retry, qui est aussi dans le système prompt qu'on avait mis en place. Et ensuite, ce qui est intéressant, donc, c'est de voir le rapport qu'il a généré. Donc le rapport qu'il a généré, il va être ici, dans Output, là-dessus. Donc si je vous montre, c'est bientôt fini, si je vous montre donc à quoi ressemble ce rapport, ce qui est intéressant, donc ce rapport s'appuie sur une base de données AuditDB qui est ici. Donc vous pouvez l'ouvrir avec dbeaver. Donc je ne sais pas si je l'ouvre, vous le voyez, mais en tout cas vous avez une solution pour pouvoir visualiser votre table qui est dans votre base de données par rapport à l'audit. Donc ça c'est l'observabilité. Donc à la fin, l'agent va aller se plugger sur cette table là où les calls ont été enregistrés et est capable de nous fournir un rapport résumé de la session. Donc, le nombre de calls, la durée, les fichiers traités, les fichiers produits, les points clés remontés. Et ce qui va être important aussi, intéressant, c'est le diagramme de séquence qu'il nous fournit. Et ça, pareil, c'est dans le prompt que je vais, dans le système prompt ici, où on lui a demandé, bah, lorsque tu génères un rapport d'exécution, bah, que dans ce rapport d'exécution-là, tu intègres un diagramme de séquence qui est beaucoup plus clair pour voir, par exemple, ce qui s'est passé. Et donc là, on voit les différents calls qui ont été faits. Le premier, l'état des lieux du dossier. Ici, les fonctions qui ont été appelées ici, read CSV, clean, tout. Et la dernière, l'audit des produits, le script qu'il a créé lui-même, il a été capable de le comprendre et de l'intégrer donc dans ce diagramme de séquence. Et à la fin, je lui ai demandé de générer le rapport. Il a appelé cette fonction-là, avec cette commande-là dans la table toCalls, et il me l'a renvoyé à l'utilisateur. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble un workspace technico-fonctionnel organisé en utilisant Cloud Code. Bien sûr, en production, enfin, c'est beaucoup plus fourni. Par exemple, ici à gauche, vous pouvez avoir des skills et autre chose. Donc ça, c'est tout pour la partie démo. Et je vais finir donc très rapidement sur une conclusion, c'est que l'agent, pour avoir vraiment un agent efficace, c'est un modèle plus le harness. Sachant que le modèle change, par contre le harness, vous le gardez et c'est lui qui s'accumule, c'est lui qui va vraiment constituer un asset et un outil différenciant pour votre entreprise. Et donc, rapidement, qui je suis Jordan Mendeccio, ça fait 8 ans que je construis des solutions et des infrastructures data pour des grands comptes, EDF, Thales, Pernod Ricard, Transavia, etc. Je suis aussi intervenant en Big Data en Master 1 à l'ECE et passionné de nouvelles technologies, civiques, enjeux sociétaux. Voilà. Et vous avez donc accès à mes réseaux et à une ressource qui vous explique un peu tout ce que je viens de vous présenter. Merci Jordan, merci beaucoup. On va passer aux questions. On va essayer de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Alors, première question. J'essaye de prendre celles qui ont eu le plus de votes. Alors, il y a Guillaume qui pose une question. Hop là! Les questions sur l'éthique ne sont pas supprimées, Guillaume. Nous allons la poser ici même, comme ça au moins tu verras que nous ne supprimons aucune question. L'idée, c'est plutôt de les répertorier toutes ensemble. Donc pourquoi quelles sont les questions d'éthique, consommation énorme, ressources naturelles et d'énergie? Du coup, qui veut répondre à cette question? Moi, je Jordan, peux Ben? répondre si ouais, moi je peux répondre si besoin. Après Jordan, si tu as un autre élément à ajouter,
je te laisse continuer. Mais alors, il y a beaucoup de questions éthiques pour le coup avec l'IA. Avant même la consommation, il y a énormément de questions liées aux biais, que ce soit les biais ethniques ou autres, ou sexistes de l'IA. Et ça, c'est de plus en plus corrigé. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, mais donc il y a évidemment des questions éthiques à ce niveau-là. Mais quand on est en entreprise, qu'on utilise la data, c'est quand même moins problématique là-dessus. Et ensuite, enfin, sur la consommation énergétique, par rapport aux dernières recherches, on n'est pas bien loin, en tout cas sur le cloud chat, d'une recherche Google. Et derrière, moi, ce que je dis toujours, c'est que malheureusement, le monde, en tout cas les grandes lignes du monde, se dessinent plutôt à la Silicon Valley et pas chez nous en France. Nous, la seule solution la seule question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se forme à l'IA et on utilise l'IA pour rester compétitif, ou on refuse de le faire pour des questions éthiques? Malheureusement, je pense qu'on n'a pas totalement le choix. Et voilà, ça serait mon élément de réponse. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jordan. Oui, je vais ajouter quelque Merci chose. Ben. Parce que je pense que ouais, je suis un peu plus mitigé. Je suis totalement d'accord que c'est un outil stratégique et important, et du coup, on est un peu dans une sorte de arm race. Mais cela n'enlève pas néanmoins le fait qu'il faut en avoir un usage raisonné et éthique. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, un, ça consomme, et deux, très rapidement, on a tendance à l'oublier parce que la consommation, elle est déportée autre part, dans d'autres pays, qui subissent cette pollution, pas seulement environnementale, mais aussi morale. On pense par exemple à ceux qui vont labelliser les données. C'est vraiment une question qui est très importante et qui doit être dans le cœur du débat public, parce qu'elle touche à tellement d'enjeux, que ce soit organisation de la société, organisation du travail, que pour moi, les questions d'éthique doivent être au cœur de la gestion, de l'implémentation de l'IA, ou alors d'une politique de l'IA de manière générale. Merci beaucoup, Jordan. On a eu beaucoup de questions sur la partie sécurité des données. Éléonore, je vais mettre ta question en avant. Hop là, elle est là. Donc, comment sécuriser les données d'entreprise lorsqu'on donne accès à Claude? Comment s'assurer que les informations internes d'une entreprise ne deviennent pas publiques? Je sais pas si tu veux, je vais répondre, Jordan. Ouais, après, je te laisse compléter. Ouais, juste sur le côté RGPD, si on prend l'exemple de Claude, pour le coup, Claude, en fait, il y a deux types d'abonnements. Il y a les abonnements consumer, donc le gratuit et le pro ou le max. Et puis, les abonnements qui considèrent comme entreprise, donc team et enterprise. Et pour le coup, en team et enterprise, il y a un DPA, donc il y a un contrat de confidentialité de données. Et en gros, ça rentre dans le RGPD. Voilà, moi, ce serait mon élément de réponse. Je sais pas si tu vas acheter quelque chose, Jordan. Non, c'est une très bonne réponse. Parfait. Ouais. Merci beaucoup, Ben. On a eu une question avec pas mal de votes aussi. Alors, je la reprends tout de suite. Combien coûte mensuellement l'utilisation de Claude? Est-ce que vous avez des idées de tarifs? Ça, c'est pour toi. Ouais. Je crois que Claude, alors je ne sais pas 100% en tête, mais il me semble que Claude, c'est un peu moins cher maintenant. Le pro, je crois que c'est 18 € par mois. Le pro, il doit être autour de 90 € si je dis pas de bêtises. Et ensuite, la version Team, mais où il faut minimum 5 licences, c'est, il me semble, 23 € par mois. En tout cas, c'est dans ces ordres de grandeur. Ben, une petite question. Combien ça t'a pris de temps de générer l'ensemble de tes slides? Honnêtement, vu que je pars quand même de slides préexistantes, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est aller sur le chat et réfléchir à quelle histoire je veux raconter. Donc, limite, ce qui me prend le plus de temps quand je fais mes slides, en fait, c'est plutôt l'organisation des slides. Donc, quelle histoire je veux raconter, quels sont les éléments que j'ai envie de mettre en avant. Et une fois que j'ai mis tout ça en place et que je sais le contenu que je veux donner, franchement, le formatting je sais pas, je pense pour faire 10 slides, je peux passer plus que 30 minutes en format. Là où ça m'aurait pris beaucoup plus de temps avant à aligner les box, etc. Ceux qui ont beaucoup fait ça le savent. Donc, non, c'est pour 10 slides, je dirais 30 minutes. Une fois que j'ai déjà le fond. Merci, Ben. On a une question de Sarah qui parle un peu plus de cybersécurité.
et qui s'adresse plutôt à Jordan. Donc quand on travaille dans des grands comptes, comment on fait face à la cybersécurité? J'imagine aussi tout ce qui est Shadow IA et ça me fait penser avant que tu répondes Jordan, pour info, nous Crème organise un très bel événement, cybersécurité le 26 mai. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein. Vous allez voir, sur mon profil LinkedIn, il y a toutes les infos. Et justement, on va parler de Shadow IA et de toute cette partie-là. Mais est-ce que Jordan, tu peux déjà avoir une idée de réponse? Alors, oui, c'est une question assez, assez complexe. Il y a plusieurs volets dans cette question. Tout dépend de comment vous utilisez l'agent IA. Euh, Déjà, en cybersécurité, il y a un concept, c'est de réduire la surface d'exposition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut idéalement isoler l'agent IA, donc avec des solutions de virtualisation, pour éviter qu'il puisse justement avoir accès à toute une arborescence ou à des fichiers ou des répertoires auxquels il n'aurait pas accès. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, bah, il y a aussi la licence que vous choisissez. Généralement, cette licence-là vous couvre d'un point de vue contractuel. Ensuite, moi, ce que j'ai remarqué pour tout ce qui va être solution d'agentique déployée en production, ça va être l'une des principales craintes, c'est tout ce qui va être lié à du LLM injection. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez à disposition une solution agentique et qu'un utilisateur est en chat avec et interagit avec le LLM, bah, il peut, vu que derrière cet ensemble le prompt que vous lui envoyez, vous pouvez faire une injection de prompt et par exemple lui demander d'avoir accès à des utilisateurs, avoir accès à des clés d'API, avoir accès à tout un tas de choses. Et ça, c'est très problématique. Donc, du coup, on réduit la surface d'exposition, mais aussi des solutions qui permettent de lire des prompts et de détecter via des scores de metrics un peu, détecter la dangerosité du prompt. Mais les techniques sont de plus en plus sophistiquées, donc il faut vraiment plutôt, au lieu de se dire, bah, on va essayer de couvrir toutes les techniques, non, d'abord réduire la surface d'exposition et ensuite essayer de gérer les techniques de la manière la plus pragmatique possible. Merci Jordan. Ben, il y a une question pour toi. Est-ce que les formations chez Mister IA sont éligibles au CPF? Oui, alors nous, pour le coup, ouais, les formations côté B2C sont éligibles au CPF, effectivement. Donc, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Il y a juste le reste à charge en fait de 150 € qui est légal. Et sinon, c'est effectivement éligible au CPF, ouais. Merci pour ton retour. Comment on peut plugger, Claude, sur, PowerPoint? J'ai eu pas mal de questions, je peux pas toutes les remonter, mais j'ai eu pas mal de Ouais. questions, on voit dans le chat, de comment on intègre, donc nos solutions, que ce soit Google Slides, que ce soit Microsoft, ou toutes les solutions en fait, hein, qui nous permettent de travailler au Mmh. quotidien. Comment on le plug, sur Claude? Ouais. Alors pour le coup, il y a pas alors Claude aujourd'hui en add-in natif, c'est que sur, les outils, de la suite, Office, donc c'est pas sur il y a pas sur Google Slides. Il y a que sur, Excel, PowerPoint, et Outlook et en gros, en fait, en haut à droite, il y a un petit carré, il y a marqué complément. Il faut juste appuyer dessus. Une fois que vous appuyez sur complément, vous recherchez Claude, puis, vous appuyez sur installer et vous connectez et vous aurez accès à Claude, sur PowerPoint et sur Excel et sur Outlook. Donc en fait, c'est pas du tout éligible, sur les autres outils, uniquement sur la suite, Non. Microsoft? Pour l'instant, ouais. Sur la suite Microsoft, pour l'instant. Après, ce que vous pouvez faire, bah, comme j'ai fait pour les slides d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire vos slides depuis, Cowork ou, CloudChat et enfin, vous pouvez faire vos slides, vous les sortez en PPTX et après, il faut les importer dans Google Slides. Voilà, ça, c'est une option. Donc ça marche moins bien forcément, mais c'est une astuce. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore, sur Google Slides. Et ça fonctionne également sur la version payante? Enfin, en gros, est-ce qu'il faut avoir la version payante pour pouvoir, utiliser, toutes ces connectiques, avec, Ouais. la suite? Bah, il me semble que pour avoir les add-ins, sur PowerPoint et Excel, il faut effectivement la version payante et par ailleurs, comme si vous n'avez pas la version payante, évidemment, bah, ça consomme des tokens, l'électricité et cetera et donc vous aurez souvent pas accès au dernier modèle, et si vous y avez accès, vous serez beaucoup plus limité en tokens. Donc et les add-ins, je crois qu'il y a pas du tout en version, gratuite, non. OK, Et merci. pareil, pour le coup, juste sur la sécurité des données, c'est vrai que si vous travaillez sur des données, clients, en version gratuite, pour le coup, là, vous êtes vraiment pas en RGPD, donc
il faudrait anonymiser les données, en gros, si vous utilisez Claude en version gratuite ou pro. Voilà. Ben, est-ce que Mysteria propose également des formations sur Claude Design? Alors, nous, en fait, ce qui se passe, c'est que soit on a des formations spécifiques, donc sur un métier, donc expert comptable, agent immobilier, et cetera, soit sur plutôt sur des verticales fonctionnelles, donc marketing ou vente. Et si vous avez vraiment des besoins ultra spécifiques, vous pouvez passer par le coaching. Donc, on a tout à fait des coachs des formateurs qui maîtrisent hyper bien le design. Donc, Alizé, vous pouvez tout à fait prendre 4 à 6 heures de coaching avec le CPF et derrière, vous faites que du Claude Design, c'est ce qui vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je tiens particulièrement à vous remercier tous les deux, Jordan, Ben, pour vos prises de parole. C'était hyper intéressant. Pour tous ceux qui le souhaitent, Ben va vous remettre son petit lien si vous souhaitez prendre rendez-vous avec lui. Je vous mets également ici un bouton pour rejoindre Crème de la Crème. Pour tous les freelances qui ne font pas partie de Crème de la Crème, n'hésitez pas à vous inscrire. On a plein de missions et plein de besoins de clients. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à vous inscrire. Et je vous remets également ici pour ceux qui sont décideurs. Si vous souhaitez rejoindre Crème Connect, notre club, il ne faut pas hésiter non plus à vous inscrire. Je vous remets également les deux liens dans le chat pour que vous puissiez les retrouver. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Vous pouvez également vous connecter avec nous sur LinkedIn. Ben, je te laisse partager ton LinkedIn. Jordan aussi. Ouais, bien sûr. N'hésitez pas à les partager dans le chat. Merci à tous. Nous avons été plus de 800 personnes connectées pendant ce live. Donc, franchement, bravo. Merci à tous d'avoir été présents. Un replay sera disponible et envoyé cette semaine et sera également visible dans la newsletter de Crème de la Crème. Nous avons un prochain webinaire le 2 juin. Je vous invite également à rejoindre mon LinkedIn pour pouvoir avoir toutes les informations sur tous les événements de Crème de la Crème et de Crème Connect. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci, Ambre. Ciao. Merci. Au revoir. Bye bye.